Et bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Bienvenue à toutes et à tous. Ouais, parfait, ça marche. Très bien. Et bien, bienvenue pour cette nouvelle webconférence, la 8e de la semaine pour nous à l'ADI, semaine un petit peu spéciale de campagne. On est sur une semaine avec plein d'événements à l'ADI, à distance comme ça, sur les webconférences au niveau national. C'est le cas ce matin. Et puis à l'échelle locale, des collègues qui en organisent aussi avec nos partenaires. Et puis des ateliers, des forums, des événements toute la semaine. Donc, si vous n'avez pas pu encore voir des collègues, il y en aura peut-être, enfin, probablement aussi cet après-midi, si vous voulez aller voir. Et puis, on vous donnera tous les liens utiles, tous les contacts, si besoin d'approfondir et d'aller prendre rendez-vous, voilà, de continuer votre projet en étant accompagné. Ce matin, on est là pour une petite heure, un petit peu moins d'une heure, pour discuter de comment on peut tester son activité avant de se lancer. C'est la thématique, hein, vous le voyez. J'ai avec moi Alban, qui est conseiller à l'ADI. Salut Alban. Alban, Salut. Donc oui, directeur territorial adjoint de pardon, l'ADI à oui c'est Macron. vrai, j'ai pas fait la mise à jour. Excuse-moi Alban, directeur territorial adjoint de l'équipe de Marseille à l'ADI. Ouais. Alban qui a une bonne expérience de terrain, c'est pour ça que je voulais qu'il témoigne. Et pourquoi on voulait vous présenter ce sujet? C'est la première fois qu'on en parle dans des webconférences, de ce qui se passe quand on travaille, quand on a déjà une activité avant l'immatriculation, avant la formalisation, parce que cette semaine-là spécifique de campagne de l'ADI, elle est placée sous le thème de l'entrepreneuriat informel. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat informel? Ce sont toutes les personnes qui travaillent, qui ont des activités, quelquefois même très installées depuis longtemps, parfois plus seulement sur du test avant de créer une vraie entreprise. Et ce sont des personnes qui sont difficiles à voir pour nous, à aider, à identifier et donc à accompagner parce que justement, il n'y a pas ce côté formel, on n'a pas le cabis, on n'a pas le SIREN, etc. On n'a pas tous les papiers. Et donc, on s'est dit qu'on allait aller à la rencontre de ces personnes-là pour les accompagner et les pousser à l'immatriculation, à la formalisation. Mais il y a plein de types différents, on va rentrer dans le détail, d'entrepreneuriat non déclarés ou informels. Et on va pouvoir vous présenter aussi comment c'est possible quand même de tester avant d'avoir cette structure d'entreprise formelle, comment ça se passe et quelles sont les obligations. Et ben voilà, Magie nous dit j'ai une idée, mais je ne sais pas si mon idée va marcher, comment on peut la tester un petit peu avant et dans quel cadre. Donc on va vous parler à la fois de ces entrepreneurs informels, vraiment non déclarés, et puis de comment on peut tester quand même de manière sécurisée dans un vrai cadre avant la création. Ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous présenter très rapidement l'ADI, ce qu'on fait de nous. L'ADI, c'est une association qui a 35 ans cette année. Donc une association reconnue d'utilité publique. On est présent partout en France, y compris en Outre-mer. Vous voyez sur la carte, et puis les petits points rouges, ce sont les agences, les bureaux fixes. Et là où il n'y a pas de points rouges, on est là quand même, parce qu'il y a plein de permanences chez les partenaires, chez France Travail, dans les maisons France Service, chez d'autres partenaires locaux ou sur des antennes mobiles. On est vraiment partout là. Et le but de l'association, alors le cœur de métier, c'est le financement, financer la création ou le développement des petites entreprises, des micro-entreprises. On va pouvoir y revenir à la fin. Et puis l'accompagnement. L'accompagnement en collectif, par des formations, par des ateliers, et puis l'accompagnement en individuel avec nos bénévoles. On est une association, donc on a beaucoup de bénévoles qui sont là justement pour du coaching. Et justement, un projet qui doit être testé, une idée qui doit être encore testée, et des entrepreneurs qui sont déjà en activité, mais sans être déclarés, il faut les accompagner. Et pour ça, justement, on a des dispositifs d'accompagnement. Peut-être, Alban, c'est toi qui as travaillé sur ces dispositifs-là. Tu pourras nous en dire un mot tout à l'heure? Oui, avec plaisir. Voilà. Alors, je vais passer directement à ça. Pourquoi on voudrait tester son activité avant vraiment de s'immatriculer. Et je vous disais qu'on travaille en ce moment beaucoup à l'ADI sur l'entrepreneuriat
informel, on a nos collègues des études qui ont mené toute une étude justement pour savoir qui sont ces entrepreneurs non déclarés et est-ce qu'on peut les accompagner justement vers la formalisation et pourquoi on a des entrepreneurs qui veulent tester leur activité avant de se lancer. Juste vous présenter quelques données au début de webinaire. Est-ce qu'on ne s'immatricule pas dès le début? Est-ce qu'on ne crée pas la forme de l'entreprise dès le début? Parce qu'il y a des freins. Quels sont ces freins? Alors d'abord, évidemment, des freins financiers, des freins administratifs, parce qu'on a vu beaucoup, hein, on a des entrepreneurs, des créateurs qui veulent tester sans avoir toutes les démarches, les papiers à faire pour la création de l'entreprise, la formalisation. Ça peut être un vrai dossier administratif à construire et ça peut être un frein. Et puis des freins financiers, on veut tester à petite échelle, on veut avoir une activité mais sans avoir beaucoup de matériel, sans beaucoup de déplacements, etc. Et donc on va vraiment se lancer à petite échelle et créer une entreprise, ça peut aussi coûter de l'argent. Il y a des cotisations également à régler et donc ce frein, ce blocage financier peut être là. C'est pour ça que nous on est aussi là pour accompagner et pour financer, pour pas rester tout seul. La peur de se tromper de statut aussi, effectivement, on a beaucoup de personnes qui créent tout seuls, vous avez raison Hélène, et donc qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas formées, et donc les aspects administratifs, mais juridiques, comme ça aussi, on ne les maîtrise pas toujours, c'est normal, ça s'apprend. Et donc, on peut ne pas créer une entreprise véritablement, c'est-à-dire rester non déclaré, parce que comme ça, on n'a pas à choisir entre différents statuts dès le début, et puis ça me permet de tester aussi. Et puis des aspects, des freins psychologiques, j'ai pas forcément besoin de créer une vraie entreprise, je fais ma tambouille dans mon coin, je fais mon travail, et puis voilà, si personne vient me déranger, je vais pas aller créer une société à part entière. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de créateurs, de créatrices qui ont peur quand qu'on leur dit de s'immatriculer, de créer une entreprise, de perdre des droits, notamment de perdre le chômage, l'ARE, de perdre le RSA. Alors, on peut cumuler et continuer à toucher ces droits sociaux au début, selon certaines conditions. Mais dans tous les cas, pour nous, on va revenir tout à l'heure, mais c'est important quand même de tout déclarer parce que on peut en perdre ses revenus sociaux si on ne s'immatricule pas, si on ne fait pas les choses dans les règles. La perte des démarches administratives, je l'ai dit, ça peut être lourd pour l'administration. Pour ça, il y a aussi des choses qui existent, assez simplifiées. La peur de ne pas réussir et de tout perdre, ça, peut-être que certaines d'entre vous sont là pour ça aussi. On ne s'immatricule pas, on ne crée pas, ou on crée mais de manière non déclarée, de manière informelle, parce qu'au moins on ne risque pas de tout perdre, parce qu'on n'a pas dépensé tout son épargne, parce qu'on n'a pas mis du temps, des moyens, de l'argent dans une entreprise. Si je travaille dans mon coin de manière non déclarée, je peux arrêter du jour au lendemain, c'est un peu cette idée reçue-là. Et puis la peur de quitter un système informel qui fonctionne. On a beaucoup d'entrepreneurs de l'informel comme ça, c'est-à-dire je vends déjà, moi, sur le marché, j'ai une activité un peu de mano à mano comme ça marche bien, les gens me connaissent, il y a du bouche-oreille, pourquoi j'irais m'immatriculer plus que ça? Ça, ce sont donc les informels plus installés. On va parler de la micro-entreprise justement tout à l'heure, oui, un petit peu, Céline, pour expliquer que c'est aussi une voie d'insertion en gros vers l'entrepreneuriat qui est un peu plus simplifiée. On va y revenir. Ah oui, pareil, Sarah, tout ça, il faut se faire accompagner pour ça. C'est normal de ne pas tout connaître sur les aspects juridiques et administratifs. Se faire accompagner et se faire, se faire entourer et se faire former surtout. Alors, Alban, toi, ça te parle, toi qui as vu beaucoup de créateurs, d'entrepreneurs, ça te parle ces freins-là qui sont listés et puis comment on les dépasse? Comment toi tu leur expliques que on peut faire autrement? Oui, merci beaucoup, Simon, pour cette introduction qui est très, très précise et très, Merci. très exhaustive. Effectivement, ça me parle parce qu'on en rencontre beaucoup, des entrepreneurs qui viennent vers nous, en ayant déjà
une activité informelle, la plupart ne viennent pas vers nous, justement parce qu'ils ont peur de Mmh. l'administrative, qu'ils ont peur de ne pas franchir le pas. Mais déjà, une grande partie de notre public a ce profil-là, c'est-à-dire c'est des gens qui ont commencé à tester leur activité, qui savent vendre, qui savent faire du chiffre d'affaires et qui, à un moment donné, comme ils ont un peu plus d'ambition, à un moment donné, se rendent compte que le fait de ne pas être dans les canaux officiels Mmh. leur ferme des portes. Typiquement, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de prêt à la banque parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont pas 3 ans de bilan. Et ils n'ont pas de bilan parce qu'ils n'ont pas de comptable, ils ne se sont pas immatriculés, ou voilà. Et donc, ils Donc c finissent par atterrir chez nous parce ils ne peuvent pas lever des fonds. Ça, c'est pour ceux qui viennent nous voir. Maintenant, il y a une grande partie de ceux qui ne viennent pas du tout nous voir et que nous, on doit aller chercher justement pour les aider à lever ces freins-là. Et c'est des activités souvent souterraines et qui sont faites dans les communautés, beaucoup. Par exemple, les gens du voyage ou à Marseille, par exemple, on a beaucoup de communautés de Comoriens ou de gens d'Afrique subsaharienne ou de gens du Maghreb. Et c'est dans ces communautés-là que les activités informelles prospèrent et fonctionnent. Et donc, les freins, effectivement, la peur de perdre des droits sociaux revient souvent parce que les gens méconnaissent un peu le système. Ils ne savent Mmh. pas qu'on peut être immatriculé et quand même, pendant un certain temps, continuer à bénéficier de ses droits au RSA ou à bénéficier de ses droits aux ARE, justement parce que ça, c'est des choses qui ont été mises en place pour permettre aux gens de créer en toute sérénité, de pouvoir garder les ARE pendant un certain temps, tant que l'activité ne fait pas encore suffisamment de chiffre d'affaires. Et donc, les gens ne connaissent pas ces mécanismes-là qui ont été mis en place pour les aider et ils ont peur, effectivement, de perdre leurs droits sociaux. Ils ont peur des démarches administratives parce que beaucoup, soit n'ont pas été assez longtemps à l'école ou ne parlent pas très bien français, etc. Et C'est la aussi, question justement, pardon, je te coupe, de Laetitia là, qui dit: «Je suis artiste créatrice et je vais surtout oui, travailler, pendant la saison d'été, et un peu pendant les fêtes», donc une mmh, activité très saisonnière. Comment ça se oui. passe au niveau de mes droits, sachant que je suis au RSA sur Alors, l'activité saisonnière? oui, OK, je vais pouvoir répondre très précisément à cette question-là. En fait, le RSA, c'est un droit inaliénable et donc qui est donné sous condition de ressources. Ce qui se passe quand vous avez une entreprise, c'est que, vous faites du chiffre d'affaires. Par exemple, quand vous avez un statut le plus basique comme auto-entrepreneur, vous faites du chiffre d'affaires et votre chiffre d'affaires, vous le déclarez, trimestriellement ou mensuellement à l'URSSAF et à la CAF. Et donc, vous êtes taxé sur ce chiffre d'affaires-là. Donc, ce que va faire la CAF, c'est faire un abattement de 70% du chiffre d'affaires que vous allez lui déclarer. Donc, comme c'est du chiffre d'affaires et que ce n'est pas du bénéfice, l'État sait qu'il y a des charges qui sont dedans et donc que vous supportez. Ce qui fait que ce chiffre d'affaires-là, ce revenu que vous déclarez, il y a un abattement de 70% et c'est après cet abattement que vos droits au RSA sont recalculés. Et dans la majorité des cas, dans la très, très grande partie, majorité des cas, les gens récupèrent quasi 100% de leur RSA. Parce que une fois que l'abattement est appliqué, les montants, le résidu est très peu élevé et donc fait que la personne rentre encore dans le cadre des prestations sociales liées au RSA. C'est exactement la même chose quand la personne a des allocations de retour à l'emploi, c'est-à-dire le chômage. Pôle emploi ou France Travail aujourd'hui fait un abattement sur le revenu d'activité déclaré et c'est seulement le résidu qui est considéré comme un revenu. Mmh. Et donc, les ARE vont être complétés. En gros, si vous avez droit, par exemple, à 1 000 € d'ARE, après un abattement de 70%, France Active considère que vous avez gagné 300 €. France Travail. Voilà, pour ce travail. France Travail, pardon, considère que vous avez gagné 300 € et donc si vous aviez droit à 1 000 € d'ARE, ben, ils vont vous compenser les 700 €, tout simplement. Donc
c'est quelque chose d'assez juste quand même, qui permet à la fois de continuer à faire son activité et quand vous gagnez de l'argent, puisque c'est le but, de perdre un peu de revenus social, mais qui a été compensé par l'activité que vous avez pu réaliser. Donc voilà, pour répondre à la question de la dame. Mais on est d'accord, hein, je crois, pour répondre à ce que disait Véronique, effectivement, ce n'est pas autorisé, l'entrepreneuriat informel. Ce qu'on dit, c'est que on voit beaucoup des créateurs et des créatrices qui sont informels, alors comme disait Alban, ça, souvent dans certaines communautés, mais pas que, hein, et pas que en centre urbain non plus, aussi dans des départements ruraux, hein, on peut Oui. l'avoir avec nos collègues. Mm. Alors, Et maintenant, la question, c'est comment on fait pour les accompagner là-dedans, justement. alors, Voilà. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des seuils aussi, quand même, de transactions à partir desquelles votre activité est considérée comme une entreprise, de fait. Par exemple, dans le secteur de l'achat et revente de véhicules, dans la loi, Oui, c'est admis qu'une personne puisse faire jusqu'à 4 opérations par an, c'est-à-dire d'achat et à de titre revente de particulier. véhicules à titre particulier, sans avoir besoin d'être une entreprise, sans avoir besoin de déclarer quoi que ce soit de revenus. Vous pouvez acheter une voiture, la revendre 4 fois dans l'année. Et pareil pour, alors je ne saurais pas vous donner les chiffres précis, mais pour une activité, par exemple, euh, de traiteur ou de couture, quand vous Ouais. faites de la retouche, ou en fait, il y a une notion de volume qui fait que votre activité peut être considérée de fait comme une activité professionnelle, entrepreneuriale ou comme de l'aide euh, à, à vos proches, quoi. Donc, il y a ces effets de seuil là aussi dont on peut tenir compte, plus ou moins. On va revenir justement sur le cadre légal tout à l'heure. Dans quel cadre on peut tester et commencer déjà à vendre et à avoir une activité. Ouais. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions Il y a beaucoup de questions, oui. qui sont parfois un peu hors sujet. Tu le disais tout à l'heure, Alban, il y a une typologie, différents types d'entrepreneurs informels. Oui. Ça me permet de faire la transition après vers ceux qui sont plutôt Mm. en test. Là, on a parlé beaucoup de l'informel subi, donc Oui. des personnes qui ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement, les Mm. connaissances juridiques, administratives, financières, non plus les freins financiers. Et puis, on a beaucoup parlé de l'informel installé, donc ces personnes qui travaillent déjà depuis un certain temps sans être déclarées. Tu l'as dit par exemple, les revendeurs de véhicules. Mm. Et puis on a l'informel de transition, et je pense que c'est beaucoup là dans le chat à nous suivre qui sont plutôt dans cette partie-là et qui ont besoin de tester, leur aider de tester leur activité avant de créer Mm. vraiment. Souvent des personnes qui sont en transition parce que qui sortent du salariat, qui sortent d'une période d'inactivité et puis qui vont changer d'activité ou se relancer par Mm. l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'être rassurés pour savoir comment ça fonctionne, justement. Oui. Alors, très bonne question. Combien de temps peut-on tester son activité? Il n'y a pas de règle, il n'y a rien dans la loi qui le dit. Ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous commencez à tester, commencez à faire des devis, à aller prospecter, parfois même à avoir déjà des contrats, on vous déconseille de dépasser les 6 mois. Pourquoi? Parce qu'après, on peut commencer à avoir des contrôles. Je vais revenir là-dessus, encore une fois, sur le cadre légal. Il n'y a pas de limite. Ce qu'on dit, c'est 6 mois, parce que ça vous permet déjà d'avoir quand même des premiers retours. Il faut quelques mois pour ça, pour tester. Un petit peu de revenus pour vous permettre de vous lancer sereinement. Mais pas plus, parce qu'après, c'est considéré comme du travail dissimulé, tout simplement. Mm. Et c'est surtout un enjeu, si je peux me permettre, Simon, c'est Oui, surtout un enjeu de sécurité oui, sociale et de sécurité dans le cadre de l'activité que vous faites. Parce que, par exemple, quand vous n'êtes pas tout à fait. immatriculé, vous n'avez potentiellement pas d'assurance responsabilité civile professionnelle. Et donc, si dans l'activité que vous êtes en train de tester, vous créez du tort à un tiers, n'ayant pas d'assurance responsabilité civile professionnelle et n'étant pas immatriculé, ben, vous n'êtes pas protégé et la personne à qui vous avez causé le tort n'est pas protégée non plus. Tout à fait. Alors, on va pouvoir justement rentrer dans ce détail-là.
quelques autres données avant ce que je vous ai mis là. Donc, dans une petite étude, 40% des entrepreneurs qui ont été questionnés disent qu'ils testent ou ils ne s'immatriculent pas parce qu'ils attendent que ça se développe. Justement, pour eux, l'entreprise, elle n'est pas encore assez développée, et l'activité, enfin même l'idée doit encore être testée. Et puis, une grosse partie, 27%, qui estiment qu'ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Et cela, c'est souvent des personnes qui sont justement isolées. Alors, comment on peut tester son activité avant de se lancer, vraiment? Quel est le cadre? Et ben, Sarah l'a mis. Alors, je vais revenir à ce qu'a dit Sarah juste après, sur les CAE, les coopératives. On peut déjà, avant de s'immatriculer, faire quelques activités. Acheter du matériel au nom de l'entreprise, signer des contrats, commencer vraiment à activité opérationnelle sans S, donc commencer vraiment à vendre ou à réaliser votre service. Attention, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est fournir des factures, parce que vous n'avez pas, l'entreprise n'existe pas, vous n'avez pas de SIRET, vous n'avez pas de cabis, voilà, l'entreprise n'existe pas, donc vous ne pouvez pas fournir de factures. Ça veut dire que si vous avez des clients qui vous demandent des factures, vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas le leur fournir. Attention. Vous ne pouvez pas souscrire une assurance non plus. Donc attention à la couverture de votre activité. S'il y a des incidents, si vous avez besoin de couvrir du matériel, si vous avez besoin de couvrir votre client, c'est un tiers, si vous avez besoin de votre propre responsabilité civile, s'il y a besoin de couvrir les marchandises qui peuvent être transportées, vous ne serez pas couvert. Donc attention à ça. Bien pour du test, mais à petite échelle, et attention à l'impact que ça pourrait avoir. Et puis, Alban l'a dit tout de suite, vous ne cotisez pas, ni pour l'assurance maladie, ni pour le cumul des trimestres de retraite. Hein, tout ce que vous avez en tant que salarié, si certains d'entre vous sont salariés ou sans salariés, les cotisations qu'on paye, et bien ça sert à ça, à votre protection sociale. Entre autres, il y a aussi les droits à formation. Évidemment, si vous ne déclarez pas de revenus, si vous ne cotisez pas à l'URSSAF, vous n'allez pas cotiser pour votre protection sociale. Comment être payé sans facture? Des activités, c'est possible de le faire sur devis. Je vous dis, vous pouvez mettre des devis ou des contrats. Les factures ne sont pas obligatoires. En revanche, pour n'importe quelle activité d'ailleurs, même en étant immatriculé. Ce que je disais, c'est attention, parce qu'il y a des clients qui vous demanderont des factures, surtout des professionnels, des entrepreneurs, si vous êtes en B2B. Dans le cadre de vente sur Internet, vous pouvez très bien créer votre site Internet à titre particulier au démarrage aussi. Hop, je continue juste. Le cadre légal. Alors, je vous disais, vous pouviez émettre des devis, des contrats. Si vous créez une société, vous devez mettre dessus, ça c'est une obligation, entreprise en formation. Vous n'avez pas de SIRET, mais si vous êtes en attente et que vous avez demandé l'immatriculation de votre entreprise et que vous n'avez pas votre numéro de SIRET définitif, ni le code APE, donc le code qui définit quelle activité vous avez, vous mettez entreprise ou société, en fonction du statut, en formation. Sinon, je vous le disais tout à l'heure, toute votre activité, vos ventes ou vos services seront considérés comme du travail dissimulé. Alors, Alban disait tout à l'heure qu'il y a certaines activités qu'on peut lancer sans être immatriculé, des activités commerciales, des activités plutôt de vente, c'est autorisé. Ce qui est interdit, c'est l'achat-revente, sauf activité spécifique, on l'a dit tout à l'heure. L'achat-revente, parce que vous achetez des biens qui ne sont pas à vous, vous les revendez pour en faire une plus-value, pour un bénéfice. Ce qui est possible de faire à titre particulier, ce qu'on a sur le Bon Coin, sur Vinted par exemple, c'est revendre quelque chose qui nous a appartenu et avec un prix d'évaluation. Là, ce n'est pas considéré comme une activité commerciale. On l'a dit, on peut toujours prétendre aux aides sociales, même en étant immatriculé. Par contre, et là c'est le paradoxe, c'est que si on n'est pas immatriculé et qu'on a une activité commerciale non déclarée et qu'on a un contrôle, on peut perdre là par contre les aides sociales, le chômage, le RSA, etc., tout ce qu'on a eu. On peut nous voir demander de les rembourser, être exclu pendant 5 ans des appels d'offres et des marchés publics,
Donc les projets, les chantiers, toutes les activités qui sont sollicitées par les pouvoirs publics. Et donc de régler à l'URSSAF avec une majoration toutes les cotisations que vous auriez payées si votre entreprise a été immatriculée pendant ce temps-là, avec une majoration. Donc en gros, vous pouvez commencer votre activité du moment soit qu'il y a une demande d'immatriculation en cours, soit que c'est à petite échelle sans avoir un bénéfice, soit pour les sociétés, parce que ce n'est pas le cas d'entreprise individuelle ou micro-entreprise, si les statuts sont déjà rédigés et signés, même si vous n'avez pas encore déposé l'immatriculation. Voilà. J'essaie de lire vos questions pendant ce temps-là. Dans quel cas les factures ne sont pas obligatoires? Elles ne sont jamais obligatoires. Vous pouvez avoir une prestation avec un contrat de vie, la facture, elle ne sera jamais obligatoire. L'achat de matériel, très bonne question. Avant immatriculation, doit-il être gardé, ce matériel, pour être déduit après immatriculation? Oui, ça peut être considéré comme de l'apport en nature, votre matériel. Oui, oui. Alors, c'est risqué de tester. Oui, donc c'est risqué de tester, effectivement. Alors, comment on peut le faire? Tout à l'heure, je l'ai vu dans le chat, en intégrant 2 cadres qui nous permettent de tester sans avoir ma propre structure juridique, c'est-à-dire sans avoir ma propre entreprise. Je dépends d'une autre structure qui va m'accompagner, qui va porter les assurances, une partie des charges, etc. D'abord, la CAE, la coopérative d'activité et d'emploi. C'est tout simplement une structure dans laquelle je peux être salarié et puis après monter en échelon et puis devenir associé de la coopérative. Ce sont souvent sectorisés. Donc des coopératives du bâtiment, par exemple, où je vais travailler avec d'autres entrepreneurs du bâtiment. Ou en intégrant une couveuse. Est-ce que toi, Alban, tu as des entrepreneurs qui rentrent dans ces catégories-là et ça les rassure de commencer par ça? Oui, oui, absolument, absolument. Après, je dois avouer que c'est quand même des activités euh, qui, qui sont déjà un peu plus élaborées et qui demandent des niveaux de financement plus élevés. C'est pas de la toute petite entreprise ou de l'activité génératrice de revenus, en fait. C'est des activités qui demandent un Pas à peu la même plus échelle. de... Ouais. Voilà. Donc, oui, mais oui, il y en a. Et on a des sociétés de portage qui permettent de tester, les couveuses aussi. Il y en a un certain nombre dans toutes les communes, hein, dans toutes les grandes villes, il y en a, qui peuvent héberger en fait votre activité. Et donc, vous travaillez sous le couvert de leur numéro de SIRET à eux. En gros, c'est un seul numéro de SIRET que vous utilisez, que vous partagez entre plusieurs entrepreneurs, et ça vous permet du coup de faire des factures, euh, d'avoir une couverture sociale et une assurance qui est celle de la structure qui vous porte. Donc oui, Voilà. c'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, pour répondre à Fatoumata, j'essaie de suivre un peu vos questions. Pour tester son activité, faut-il avoir un numéro de SIRET ou plutôt commencer avant de faire les matriculations? Et ben, je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez déjà commencer votre activité et puis prospecter et avoir des devis, des contrats. Et puis tester dans ces cadres-là qui sont sécurisés, comme le dit Alban, les risques, disons, assurantiels, les charges, le SIRET, il appartient soit à la coopérative, soit à la couveuse. Donc, voilà, c'est une forme de test dans un autre cadre avant de créer votre propre entreprise ou de passer associé de la coopérative. Et puis, je vous l'ai mis en bas, créer une micro-entreprise. Ça peut être aussi une première étape pour ensuite monter une société. La micro-entreprise, c'est une vraie entreprise, hein, c'est pas seulement une première étape vers la société. On peut très bien passer toute sa vie en micro-entreprise, mais pour des personnes qui envisagent un développement, mais qui sont peut-être pas prêtes déjà à gérer une société, d'un point de vue administratif, fiscal, comptable, juridique, c'est assez lourd les sociétés, ça demande une gestion au quotidien. Les Oui. micro-entreprises, c'est allégé. Ouais. En fait, pour simplifier, si vous avez une activité qui demande de l'immobilisation, c'est-à-dire où il y a des charges fixes
que vous avez besoin de récupérer ou d'amortir dans le temps. En gros, vous achetez une machine et vous savez que la machine elle va durer 5 ans. Dans 5 ans, il faudra la renouveler. Le statut de micro-entrepreneur n'est pas recommandé parce que vous ne pourrez pas déduire les charges, vous ne pourrez pas faire d'amortissement, rien de tout ça. Toutes les opérations comptables plus ou moins complexes, vous ne pourrez pas les faire. En revanche, si vous avez une activité qui ne demande pas d'immobilisation et où il n'y a pas de charge fixe, tout ce qui est prestation de services sur Internet ou de services, tout ce qui ressemble un peu à de la profession libérale, du coaching, où vous n'injectez pas d'argent pour en gagner, où vous ne faites pas d'immobilisation, le statut de la micro-entreprise est tout à fait adapté pour ça parce que voilà, vous n'avez rien à déduire comme charge. Après, le revers, c'est que vous êtes quand même taxé sur votre chiffre d'affaires. Et bon, ça, c'est un arbitrage à faire entre ces deux statuts-là. Quelle est la différence entre freelance et micro-entrepreneur? Un freelance est souvent une entreprise individuelle ou une micro-entreprise, hein, c'est une prestation. Micro-entreprise, c'est la forme juridique, disons, qui est donc c'est une entreprise individuelle, c'est une entreprise où il y a seulement vous, l'entrepreneur, il n'y a pas de structure morale, hein, comme c'est le cas en société, en SARL, en URL, etc. Freelance, c'est juste votre activité, c'est pas la forme juridique. Alors, il y a beaucoup de questions, mais je vais continuer. Pourquoi officialiser mon activité? Et là, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus avant. C'est un statut valorisant. En quoi c'est un statut valorisant, Alors, vraiment s'immatriculer? c'est un statut valorisant dans le sens où ça vous donne de la crédibilité auprès des parties prenantes, c'est-à-dire auprès de fournisseurs. Parce qu'une entreprise, c'est un réseau de partenaires. Une entreprise, c'est un réseau de partenaires. Donc, c'est des fournisseurs, c'est l'administration, c'est l'URSSAF, c'est des banquiers, donc des financeurs ou des organismes de financement. Donc, le fait d'être immatriculé et d'avoir un statut officiel, ça vous rend crédible auprès de toutes ces parties prenantes-là. Ça vous permet, par exemple, de négocier auprès de vos fournisseurs des délais de paiement. C'est-à-dire, le fournisseur, il vous livre le produit et comme il sait que vous êtes une structure officielle et qu'il peut avoir confiance en vous, il vous fait payer à 30 jours. Ça vous donne le temps de travailler. Le banquier, pareil, il sait que voilà, vous ne pourrez pas disparaître dans la nature parce que vous existez officiellement. L'État vous connaît depuis plusieurs années. Il va pouvoir vous prêter de l'argent facilement. Et le client, pareil, il sera en confiance pour vous confier son projet parce qu'il sait que voilà, c'est du sérieux. Donc, clairement, c'est ça, le statut valorisant. Et au-delà de ça, il y a toute votre protection sociale aussi. Parce que, pour comparer avec un salarié, par exemple, le salarié, sa protection sociale, c'est l'entreprise qui lui apporte, c'est son patron qui lui apporte en payant les charges patronales et en finançant une partie de sa retraite. Donc, son salaire, ce qu'il perçoit effectivement, c'est la moitié des charges qui sont engagées par le patron. Dans votre cas, c'est vous le patron. Et donc, vous devez assurer cette charge-là que le patron assure dans le cas d'un salarié, vous devez l'assurer par vous-même. Et donc, à travers votre chiffre d'affaires. Et donc, c'est ça qui finance votre couverture sociale, c'est-à-dire la retraite, l'assurance maladie, une mutuelle, voilà. Et globalement, les ARE aussi, les allocations retour à l'emploi, si jamais votre activité cesse ou que vous avez des pertes de revenus. Typiquement, pendant le Covid, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des aides parce qu'elles n'étaient pas immatriculées. Et pourtant, elles faisaient du chiffre d'affaires. Et par contre, toutes les entreprises qui étaient immatriculées et qui déclaraient leur chiffre d'affaires ont pu bénéficier des aides parce qu'elles étaient connues. Donc, c'est tout cet aspect-là, donc la sécurité sociale, la crédibilité au regard des parties prenantes qui font la valorisation. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah si. Je vais continuer. L'accès au même service qu'un travailleur salarié. Pourquoi? Ça peut paraître anodin, mais pourquoi on a mis ça? Voilà, si on cherche un logement, si on cherche une garantie, si on cherche un prêt,
voilà, on a un vrai statut, une vraie situation professionnelle, que si je suis en test, même si ça ne dure que quelques mois, et ben, je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à justifier, prouvant que j'ai une activité professionnelle et que j'ai un revenu, à part le fait que bah, j'ai de l'argent liquide, j'ai un C'est peu ça. d'argent peut-être sur mon compte en banque, mais c'est tout. Voilà, donc c'est d'un point de vue personnel une situation qui est très instable et qui ne peut être que provisoire. Mm. Et effectivement, pour ça, il faut se faire accompagner et que le provisoire reste provisoire et donc pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà. Oui. Alors, un statut déclaré auprès des impôts, de l'URSSAF et des douanes, ça on l'a déjà beaucoup dit, donc ça évite d'avoir du contrôle, ça permet de cotiser, donc de faire des droits aux prestations sociales aussi. Donc c'est tout simplement avoir un cadre plus confortable et plus stable. Je ne vous dirai pas que l'entreprise, c'est le cadre professionnel le plus stable ou le plus confortable, c'est sûr. Ça ne cotise pas forcément autant que certains salariés, notamment pour la retraite. On a beaucoup d'obligations comptables, d'obligations fiscales, mais c'est beaucoup plus durable et beaucoup plus confortable quand même qu'une activité qui n'est pas déclarée. Encore une fois, ça doit seulement être temporaire. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, en fait, l'activité qui n'est pas déclarée, c'est une forme de trappe à précarité. Ouais. C'est-à-dire, et c'est de la précarité sur du long terme. En gros, vous avez un petit confort immédiat parce que vous drainez beaucoup de cash, mais vous payez toutes vos charges, vous payez votre sécurité sociale, vous payez tout. Et quand vous aurez 60 ans, vous n'aurez rien épargné dans le cadre de votre retraite. Et donc, vous allez être précaire à la retraite. Concrètement, c'est ça ce qui risque d'arriver si vous faites une activité informelle toute votre vie. Vous allez être précaire. Alors que si vous rentrez un peu dans les clous, le potentiel de développement de votre entreprise s'accroît de façon exponentielle et vous pouvez faire des niveaux de chiffre d'affaires tels que votre retraite elle peut être assurée au bout de 3-5 ans d'activité, quoi. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de risques quand on crée une entreprise et par nature, le risque, en face, il y a souvent beaucoup d'opportunités aussi. Voilà. Alors, j'essaie de répondre au maximum de questions possibles. Il y a beaucoup de cas particuliers, donc on ne va pas répondre à tout le monde. Donc, on l'a dit, une couverture, ça permet aussi d'avoir une couverture médicale, une ouverture à la protection sociale sur les statuts. On oublie ça souvent, mais ce n'est pas seulement la retraite ou les droits au chômage, mais c'est aussi la protection, l'assurance maladie. Alors, sachant qu'on a en entreprise individuelle maintenant et même sur les sociétés, le régime social des indépendants la sécurité sociale maintenant des indépendants, pardon, c'est pas comme ça, qui se rapproche de plus en plus du régime des salariés. Avec des délais de carence qui sont un peu plus importants, mais sinon les indemnités journalières s'en rapprochent le plus. Mais pour ça, il faut encore une fois cotiser, donc déclarer son activité et ses revenus d'activité. Une couverture juridique, vous pouvez avoir accès à de la médiation, recourir à des aides juridiques si vous avez des problèmes avec vos clients ou avec vos fournisseurs, notamment sur des délais de paiement ou des défauts de paiement. L'assurance, on l'avait marqué là, mais c'est aussi très important. C'est juste après, mais c'est aussi très important de disposer d'une assurance qu'on peut, voilà, je l'ai dit, pour les biens, pour les tiers, et puis pour vous-même. Vous cotisez pour votre retraite. Alors, encore une fois, moins qu'un salarié, c'est plus difficile, surtout sur les entreprises individuelles, les micro-entreprises, c'est plus long pour le calcul des trimestres de retraite, les plafonds sont plus hauts, mais vous cotisez bien plus. Et puis voilà, cette règle avec les impôts, bien sûr. Et puis en étant déclaré, vous pouvez avoir accès à des financements. Alors, on essaye d'aider au maximum ceux qui sont en voie d'immatriculation, de formalisation, on va y revenir. Mais vous pouvez avoir des financements, des prêts à la banque, déjà les crédits professionnels, et puis des subventions, des aides d'État, des collectivités locales, beaucoup de choses qui existent, soit des primes, des subventions, soit des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro qui sont de plus en plus localisés, et pour ça, il faut être immatriculé.
ou en cas d'événement exceptionnel, bah, ça tu l'as dit Alban tout à l'heure, des aides pour la perte d'exploitation, la perte d'activité, ça arrivait pendant la période de crise sanitaire. À l'échelle, je pense qu'on n'avait jamais connu ça, mais ça pourrait se reproduire pour peut-être d'autres crises économiques ou autres. Ah, je voulais juste vous mettre un petit exemple, un petit témoignage. Hélène en Guadeloupe, qui a lancé son activité un petit peu en tant que particulier de photographe et d'idéaste, et qui pensait pas qu'elle allait avoir de la demande, autant de demandes, et puis surtout devoir le faire dans le rang, se matriculer. À un moment, elle a eu besoin d'acheter du matériel et donc de se faire financer, sauf que personne lui donnait un crédit professionnel pour son matériel parce qu'elle était déclarée, elle faisait son activité comme ça, toute seule, un peu en test. Et elle avait, d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique, elle n'avait jamais eu besoin de s'y matriculer et de faire les choses de manière formelle. Pour le financement, elle en a eu besoin, donc au final, elle l'a fait, mais pour ça, elle a été accompagnée. Alban, tu pourras nous raconter, toi, comment tu fais pour les rencontrer, ces personnes-là, justement, qui soit sont de l'activité du secteur informel, soit sont en test, et puis ça dure, ils hésitent à se lancer, ou ils ont besoin, justement, je disais tout à l'heure, d'accompagnement pour passer à l'étape immatriculation, le côté administratif qui peut être un frein. Comment tu fais pour les rencontrer, et puis comment on les accompagne là-dedans, justement? Oui, donc c'est pas simple, je dois te l'avouer. C'est des gens qu'il Pas simple. faut aller rencontrer. Parce que c'est des personnes où il y a beaucoup d'autocensure et donc qui ne viennent pas nous voir spontanément. Sauf ceux ou celles qui ont de l'ambition et qui rencontrent une difficulté pragmatique. C'est-à-dire que voilà, ils en sont arrivés au point d'Hélène, par exemple, où ils ont besoin de matériel, ils ont envie de faire des choses, d'aller un peu plus loin et ils ne peuvent pas se financer. Là, ils viennent nous voir et nous, on les accompagne à travers le financement et vers l'immatriculation aussi. Mais la plus grande partie des gens, c'est des gens qui soit n'ont pas les infos ou soit ont peur de l'administratif, de l'administration et donc de venir nous voir. Et pour ceux-là, c'est nous qui sortons en fait. Tu sais, à l'ADI, on fait ce qu'on appelle l'aller vers. Et ça fait partie du plan stratégique de l'ADI depuis 4 ans. Et l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de nos bénéficiaires, des gens qui ne nous connaissent pas et qui n'ont aucun moyen de nous connaître, soit parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas dans les canaux habituels. Donc, nous, on va vers eux, on va vers les associations de quartier, on va sur les marchés. Nos conseillers sortent en fait de l'agence, on va les rencontrer, on va dans les tontines, on va dans les petites cuisines de quartier. Et c'est dans ces endroits-là où on rencontre des femmes, on rencontre des gens qui font des activités depuis des années parfois et qui ne se rendent pas compte vraiment eux-mêmes du potentiel de développement et du potentiel de leur activité. Donc nous, notre approche, du coup, c'est pas d'inciter à l'immatriculation, non, c'est d'attirer l'attention des personnes sur le potentiel de leur activité et sur les opportunités qui pourraient se présenter à eux pour se financer, pour grandir, si jamais ils en avaient envie. Et donc, en fait, on fait un travail d'éveil de conscience, une façon de leur dire, vous avez de l'or dans les mains, et si vous le souhaitez, nous, on peut vous aider à le miner, cet or, et à le faire émerger. Donc, c'est plus ça l'approche, parce que si on va dans l'autre sens en leur disant, vous faites une activité illégale, venez vous immatriculer, on les perd en fait, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de les protéger eux et d'amener leur activité à la lumière, de façon à ce que ça puisse leur profiter à eux et profiter à toute la communauté, à l'État, et que ça les protège surtout, que ça leur offre une sécurité sociale et tout ça. Donc, notre approche, c'est ça, c'est vraiment de dire, il y a du potentiel, ce que vous faites, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la lumière, au vu et au su de tous, et qui peut vous apporter une vraie dignité dans la société. Et
c'est eux-mêmes, au bout d'un moment, qui se disent: «Ah mais oui, en fait, je me rends compte qu'en injectant 1 500 € de matériel, 2 000 €, eh ben, je peux faire quelque chose de complètement, de complètement positif et si pour ça, il faut m'immatriculer, ben, allons-y, on s'immatricule». Voilà, donc on présente pas l'immatriculation comme une fin en soi et surtout, on ne pointe pas les gens du doigt en leur disant, heu vous êtes, c'est vous les méchants parce que vous gagnez de l'argent et vous ne le déclarez pas. Parce que factuellement, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. C'est des gens qui font des choses et qui ne se rendent pas forcément compte de la valeur de ce qu'ils font et qui n'ont même pas la sensation que ça pourrait devenir une entreprise. Et nous, on fait ce travail-là de sensibilisation. D'accord. Ah justement, on allait venir à ça, comment on peut, aider par de l'accompagnement, toi tu le fais avec des bénévoles? Tu disais on a Oui. Alors, on d'accord. a des bénévoles, donc c'est des anciens chefs d'entreprise, des anciens experts comptables, des gens qui ont eu, voilà, des longues carrières et de l'expertise dans différents métiers. Et donc, ces bénévoles-là, en fonction de chaque situation qu'on rencontre, on va faire des couples comme ça de bénévoles et d'entrepreneurs qui, qui vont être accompagnés. Donc, on regarde l'activité et en fonction des besoins, en fonction du potentiel, le bénévole va donner des conseils, va guider, va accompagner dans les administrations, va aider à faire les démarches administratives, chiffrer un projet, par exemple. On a une formation à l'ADI qu'on appelle Je deviens entrepreneur ou j'entreprends Ouais. avec l'ADI et qui se passe sur 2 jours et demi pour les personnes pour lesquelles on a identifié un réel besoin de financement et une immatriculation potentielle. Et cette formation-là permet de chiffrer le projet, précisément et de répertorier toutes les ressources dont l'entrepreneur dispose pour pouvoir lancer son activité le plus rapidement possible. Donc il y a tout ce corpus-là, qui est géré beaucoup par les bénévoles et par les conseillers et qui permet de couvrir, de faire toutes les démarches avec les personnes. On a des permanences aussi, permanence expert comptable, permanence développement commercial, permanence, marketing digital, voilà, qui permettent d'apporter des conseils et d'accompagner les gens. Et puis à côté, de ça, on a, donc le financement qui est le nerf de la guerre. On Voilà, l'a dit, c'est c'est un ça. des freins aussi d'ailleurs. C'est ça. Si je prends un exemple banal comme par exemple, quelqu'un qui est traiteur, c'est-à-dire alors j'ai accompagné une dame par exemple, qui cuisinait des repas, exotiques chez elle, des repas du Cap-Vert. Et elle était spécialiste dedans, elle fait ça chez elle. Elle avait une petite communauté des gens qui venaient acheter. Elle avait même un petit réseau de livreurs Uber qui venaient chercher la nourriture chez elle. Mais elle n'était pas immatriculée et elle ne pouvait pas faire du volume parce qu'elle n'avait pas de matériel, c'est-à-dire le four, le, la cuisine, la gazinière, etc. chez elle pour pouvoir faire un peu plus de volume ou pour pouvoir proposer des gros buffets dans des mariages, par exemple. Mais pour autant, elle avait le réseau et les gens la connaissaient dans la communauté capverdienne. Et Mmh. du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est l'aider à acheter le four et la gazinière. Et puis les petits ustensiles de cuisine, on l'immatricule et on lui propose une assurance responsabilité multirisque professionnelle qui couvre l'activité chez elle. Donc, si jamais elle a un incendie dans la maison, c'est couvert. OK. Voilà. Et du coup, cette dame, elle a pu développer son activité de cette manière-là. Cette personne-là, tu l'as financée avant qu'elle s'immatricule? C'est ça. C'est ça, parce qu'elle faisait ça chez elle, mais sans s'immatriculer, sans être C'est une ça. entreprise. Et les gens venaient frapper. En gros, il fallait avoir l'info, quoi. Il fallait savoir que dans tel bâtiment, à tel étage, il y a une personne qui fait des repas capverdiens et seuls les gens du réseau étaient au courant. Donc c'est ça, hein, on peut financer, sur un prêt progressif, donc c'est-à-dire, sur différents échelons, différents paliers, avant l'immatriculation. C'est
voilà, quelque chose qu'on a heureusement pour pouvoir tester. Avant peut-être, quand vous immatriculez, d'avoir un financement un peu plus conséquent, voire à la banque, parce que notre objectif, c'est quand même de pouvoir se réinsérer dans un circuit bancaire plus classique, j'espère. Option liberté, Hélène, c'est sans taux d'intérêt, enfin un taux zéro, et donc c'est plutôt des frais de dossier qui permettent de reconstituer, c'est ça qui nous permet de reconstituer le fonds de prêt pour les autres qui passeront après vous. Donc voilà, c'est plutôt des frais de dossier, c'est pas un taux d'intérêt. Voilà, on a présenté à peu près tout. Alban, comment ça va se passer, toi, par exemple à Marseille, là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que vous avez des projets qui sont prévus justement sur le secteur informel ou sur des personnes qui veulent tester? Oui, oui, absolument. Alors, on est sur plusieurs fronts. On a le projet Tremplin, par exemple, qui nous permet d'accompagner des entrepreneurs informels. Et c'est un projet qui est financé par les régions et par les institutions publiques Par le et ministère, ouais. voilà, qui nous permettent d'accompagner gratuitement des personnes en informel vers l'immatriculation. Ensuite, de façon plus locale, moi, je travaille beaucoup sur les prêts de groupe, en fait, parce que comme on a beaucoup de groupes de femmes, de communautés à Marseille, Oui, on s'apprête à expérimenter les prêts de groupe. C'est quelque chose qui avait déjà été fait il y a quelques années, qui fonctionnait bien. C'est sur le même modèle que les tontines. Et donc, l'idée, c'est de rentrer un peu dans les tontines et de leur proposer les services de l'ADI. Puisque, par définition, c'est des gens qui font beaucoup d'activités génératrices de revenus et qui ne sont pas immatriculés. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aller sensibiliser ces publics-là, les ramener un peu dans nos locaux et de réussir à les faire développer leur activité. Et quitte à s'immatriculer un peu plus tard. On a aussi le microcrédit projet qui permet de financer des personnes sans qu'elles aient une immatriculation. Ce qui est inédit en France quand même, parce que aucune banque ne fait ça, aucun organisme de financement ne finance des gens qui n'ont pas d'immatriculation ou qui n'ont pas de CABIS, de certificat d'immatriculation. L'ADI, on peut le faire sur un premier financement, puisque les financements à l'ADI sont progressifs. Donc, on peut financer une personne qui n'a pas de CABIS, qui n'a rien du tout. C'est le cas d'une Sénégalaise, par exemple, que j'ai financée pour 3 000 € et qui fait de l'import et export de vêtements exotiques et tout ça. Et donc, on l'a financé, elle a dit, moi, vraiment, je ne peux pas m'immatriculer, je ne le sens pas, je n'ai pas envie. Mais je ne veux pas rester chez moi non plus. C'est une dame qui est à la retraite et qui avait envie de travailler quand même. Et donc, je lui ai dit, oui, on peut tester. Et si jamais ça prend de l'ampleur, vous revenez me voir et on verra dans quelle direction on peut avancer. Donc, ça aussi, on peut le faire et c'est quelque chose sur lequel on travaille. merci Alban. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas qu'on puisse y répondre. On va terminer par là. Merci à toutes celles et tous ceux qui parlent maintenant et qui nous ont suivis. Quelques mots, donc les webconférences, elles sont toutes enregistrées. Vous aurez le replay, alors probablement la lundi, sur notre chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous pouvez déjà aller voir les autres aussi. Hop, voilà. Je ne pourrais pas vous envoyer le PowerPoint parce qu'il va encore évoluer, mais vous pourrez retrouver le replay, ce sera déjà ça. Vous souhaitez tester votre activité, mais pour louer un local, il faut être immatriculé. Ah bah, oui, on va vous demander là par contre en agence d'être immatriculé, probablement, oui. Oui. Merci encore à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cet après-midi. On est très proche de cette thématique, mais on va aller beaucoup plus en détail avec l'URSSAF, des experts de l'URSSAF qui vont nous expliquer comment vous immatriculer. On va reparler du guichet unique, j'ai vu la question passer dans le chat tout à l'heure, reparler du portail auto-entrepreneur de l'URSSAF, comment immatriculer déjà son entreprise véritablement, les démarches, comment déclarer son chiffre d'affaires, payer ses cotisations, à quoi ça sert tout ça. On l'a dit tout à l'heure sur la protection sociale, la couverture, on va aller beaucoup plus en détail cet après-midi avec l'URSSAF, donc venez si vous voulez avoir un petit peu plus
de détails sur les matriculations et les cotisations. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Alban. Merci beaucoup à Merci, je toi. t'en prie. Bonne journée et à bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.